pour l'État algérien. C'est une position de principe. De principe, effectivement. On va passer donc à la troisième thématique que nous avons prévue ce soir, depuis l'annonce de son inauguration, et on va être rejoint par notre consultant en économie, M. Mahfoud Kaoubi. Et donc, depuis son inauguration par le président de la République, Garage Billet affole les algorithmes. Il ne se passe pas 3 heures sans qu'une nouvelle vidéo n'apparaisse pour démonter le méga-projet minier sur les plans politiques et économiques. Il est en somme question de coûts extravagants, d'un retour sur investissement à très long terme évidemment, de pollution pour un minerai qui ne serait pas rentable, une véritable campagne numérique anti-garage billet et anti-algérienne qui s'est donc organisée depuis très peu. Alors, si les origines de ces montages vidéo sont plus ou moins connues, en tout cas en Algérie, on va donc procéder à leur debunking. Je vais commencer avec vous, Sami Kaidi. Est-ce que vous les avez vus défiler ces vidéos? Parce qu'il ne se passait pas 3 heures sans que une nouvelle vidéo apparaisse. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette campagne numérique? Écoutez, c'était une campagne, une énième campagne de diabolisation et de terminé. Elle est toujours en cours, effectivement. Alors, tantôt, c'est le taux de phosphore. Donc, tout le monde s'est reconverti en expert minier, et notamment nos voisins de l'Ouest, en experts miniers, en experts en phosphore. Donc, un coup, c'est la rentabilité du projet. Puis, comme je viens de l'évoquer, le phosphore... les retombées sur le court, moyen et long terme. Donc en réalité, j'ai envie de dire, il y a un célèbre dicton burkinabé qui résume bien la chose, c'est que quand le singe ne peut pas atteindre le fruit de la liane, il prétexte qu'il est aigre. Donc c'est à peu près cela. Et que nenni, parce qu'en réalité, notre pays a travailler sur un long terme et la mine de Garage Billet est incontestablement structurante. C'est un projet qui va apporter énormément au développement national. D'ailleurs, les faits sont têtus. La première cargaison de minerai de fer est bien arrivée à bon port, en l'occurrence à Oran, et au niveau de l'usine de Toysali. Et il y a plusieurs techniques qu'on abordera, je pense, par la suite, qui démontrent aussi que toutes ces campagnes sont en réalité ceux de personnes tapies dans l'ombre et qui n'ont qu'une volonté, c'est de décrier les avancées économiques. On peut même parler d'armée numérique, hein, parce que moi j'y suis personnellement, ça ne s'arrêtait pas. Bien sûr, Samia Bachar, il y a ces trolls et ces fermes de trolls, etc. Mais il y a également toute une conjugaison de tous les gens qui n'ont pas l'Algérie, qui ne portent pas l'Algérie dans leur cœur pour porter atteinte à ce projet stratégique, ce projet intégré et qui est au cœur d'une dynamique nouvelle, celle du développement, car il faut rappeler que dans divers pays, dans les grandes puissances, ont construit leur puissance sur le développement de la métallurgie et de la sidérurgie. On peut passer des complexes intégrés de la Ruhr en Allemagne à Pittsburgh aux États-Unis, ainsi que les complexes de l'Oural en Russie. Ça a toujours été la sidérurgie et la métallurgie qui ont été ce qu'on appelle les industries lourdes. Exactement, au cœur du développement. Des économies. Et du développement. Monsieur Kaoubi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. L'invitation. C'est pas une invitation. Vous travaillez avec nous, monsieur Kaoubi. Vous aussi. Tout à fait. Alors, vous aussi, j'imagine que vous avez vu passer cette campagne numérique. Et au projet de la mine de fer elle-même, on y impute les coûts, et ça c'est pour rentrer dans le vif du sujet, on y impute donc les coûts et des enveloppes budgétaires du chemin de fer, des viaducs, des canalisations pour l'eau, comme dépenses indirectes qui rendraient ce projet ultra coûteux selon ces vidéos, tout en omettant de dire que ces investissements auront des retombées sociales et économiques dans l'ensemble de la région, le désenclavement, le transport pour ne citer que ça, sur l'agriculture également et le développement de nouveaux pôles industriels. Oui, tout à fait. En tous les cas, cette campagne médiatique atteste d'une chose, que ça a fait réagir des forces qui sent que le projet dérange et que l'Algérie innovante, l'Algérie qui se ferait un chemin vers la voie de développement dérange énormément. Moi, je retiens ce que Sami vient de dire. Le projet est structurant.
faut bien qu'on s'entende sur les concepts pour qu'on puisse parler d'évaluation. Parce qu'on a tout entendu. On a entendu des chiffres, on passe de 5 milliards de dollars à 30 milliards de dollars, sans que aucun chiffre ne soit documenté, appuyé d'éléments probants et justes. Donc, parler de coûts et de rentabilité nous amène à parler de critères d'évaluation de projet. Donc, un projet stricto sensu de la mine peut être évalué par rapport à son délai de récupération, et des projets aussi importants et structurants ont des délais de récupération entre 10 à 15 ans. Ce qui est, si on prend les éléments objectifs du projet de Raj Bilet, le projet de Raj Bilet a des délais de récupération qui avoisinent les 8 à 10 années. Donc on est dans la norme, on est dans la fourchette. Quand vous dites récupération, c'est le retour sur investissement. D'accord. Donc, et puis le retour sur investissement dépend aussi des prix du minerai sur les marchés internationaux. Et ça aussi, ça a été attaqué. Donc, on dit que le minerai, enfin le fer algérien va coûter trop cher à son extraction. Mais moi, oui, en tout cas, j'ai préparé trop cher par rapport à quoi? Donc, aucune vidéo ou aucune information n'a donné de structure de coût. Donc, on ne peut pas par contre, inventer. Ces mauvaises langues ne disent pas que ce projet permettra à notre pays d'économiser 1,2 milliard de dollars d'importation en fer, qu'il comptera une utilisation d'une énergie saine, verte, qui est en l'occurrence l'énergie solaire, avec une centrale photovoltaïque de 200 MW à Tindouf et de 80 MW à Béchar, et que ça s'ajoute à la construction de cette ligne ferroviaire qui servira notamment au transport des habitants, des populations, et au désenclavement de cette région stratégique du sud-ouest du pays. Et c'est tout cela qui n'est pas dit. On se concentre sur le taux de phosphore à 0,0. Alors attendez, il ne faut pas anticiper. Moi, je parlais... Rester sur le coût et les délais de récupération. On va avancer petit à petit. Vous allez tout donner d'un coup, Samy. Voilà. Vous voulez tout débunker d'un coup. Il est tellement passionné qu'il veut défendre... Non, objectivement... Mais il s'agit cette question de défendre objectivement, monsieur. Oui, justement. Par cette question de coût qui a été présentée est totalement fausse. Le coût du projet ne devrait pas dépasser les 1 milliard de dollars. Donc il faut voir qu'est-ce qu'on met à l'intérieur. Oui. Parce qu'en réalité, la conception du projet, la mine. Donc il y a le volet extraction du minerai, il y a le volet première transformation, et là, 3 usines sont prévues pour qu'il y ait une première transformation, y compris la déphosphorration. Voilà, ce qui permet d'avoir un minerai utilisable dans les différents segments. Et puis, il faut insister sur quelque chose de très important. Dans l'architecture et dans la conception des pouvoirs publics, le minerai devrait fournir des intrants pour l'industrie du fer et des aciers en Algérie. L'objectif est d'aller dans l'intégration. Rappelons-nous que le président de la République a toujours défendu que dans tous les segments d'activité, et principalement dans les industries extractives, l'objectif principal est faire dans la création de valeur ajoutée, dans la transformation. Ne pas et au jour d'aujourd'hui, ces minerais en l'état, bien sûr. Matières premières. Et quand on voit nos capacités de production, de transformation aujourd'hui, ils avoisinent les 12 millions de tonnes par an. Donc, du minerai de fer. De fer. Donc Tochiali a 8 millions de tonnes an, AQS a 2 millions de tonnes an, et le complexe d'Al-Hajjab de 1,6. Alors justement, nos ambitions. Justement, on ouvre une petite parenthèse sur ce que vous dites précisément, parce qu'il va falloir débunker plusieurs points.
ils affirment que ce projet ne constitue pas une priorité économique pour le pays, puisque justement, on a une capacité productive intéressante et presque équilibrée avec ce qu'on importe. C'est fou, mais on a besoin d'intrants pour faire la transformation. Et au jour d'aujourd'hui, nos importants, Samil disait, c'est 1,4, 1,2 milliards, ce qui correspond pratiquement à 15 millions de tonnes. Donc voyez-vous, si la montée en production, en capacité, donc ce qui est prévu, c'est d'avoir une production de 6 millions de tonnes, puis passer en cadence à 8, 12 pour arriver à 50. Donc les capacités actuelles, la production actuelle pourrait être résorbée totalement par les capacités installées aujourd'hui. Et puis, notre ambition, c'est d'augmenter nos capacités de transformation pour arriver à 20 millions de tonnes. Oui. Ce qui fait que l'objectif principal, c'est qu'il y a une cohésion entre le principe d'extraction, de valorisation de nos ressources et nos besoins en intrants pour l'industrie sidérurgique, métallurgique, mécanique. Je vous dirais une chose de très très importante. Si on examine les projets ferroviaires qui sont actuellement enregistrés, ils font naître des besoins importants en rail. Oui, oui. Et l'un des objectifs qui est assigné à l'industrie ferroviaire, c'est de produire du rail. Donc, vous voyez qu'on est dans justement, une logique d'intégration. Justement, vous avez l'UIC, l'Union Générale des Chemins de Fer, qui vient de saluer cette progression de l'Algérie dans la réalisation de la ligne Béchar-Tindouf-Garage-Bilet et qui place l'Algérie comme un acteur majeur du rail dans l'ensemble du continent africain. C'est pas rien. Tout à fait. Une autre ligne va commencer très prochainement, qui va relier Gherdaya à Tamanrasset. Et puis, il y a toutes les connexions. Les interconnexions entre toutes ces lignes. Donc, ça fait naître un besoin très, très important. Et l'objectif, c'est de transformer, parce que c'est un rapport, Samy, c'est un rapport de 1 sur 6. Quand on exporte le minerai en état brut, on a $1. Quand on le transforme, on est à 5-6 $. Et on crée de l'emploi, on crée de l'intégration. Voilà l'objectif des pouvoirs publics. Ça, je ne voudrais pas m'étaler sur le coup, parce que l'élément est totalement je vous donne les points justement sur lesquels qu'on grossit et qu'on donne un peu sans base, mais sans base économique. Mais sur le plan de la transformation, alors on nous dit aussi que ce process ou ce procédé technologique pour arriver à déphosphorer le fer algérien de Garage-Bilet, qui est de très mauvaise qualité selon ces experts numériques, et n'existe pas encore. Pas du tout. La technique existe depuis 4 à 5 décennies. L'évolution qui a été enregistrée techniquement permet justement de réduire les coûts et d'avoir des éléments de protection d'environnement nettement meilleurs. Et puis le coût actuellement, c'est pratiquement 3 à 4 $ par tonne. Donc ce n'est pas quelque chose qui va peser énormément sur le coût ou le prix de revient. D'autant plus que la mine de Rajbilet est une mine à ciel ouvert. Ce qui fait que les coûts... peu d'efforts. Tout à fait. Les coûts d'extraction sont très très faibles. Et si on rajoute les coûts de transport et les coûts annexes, on aura une valeur ajoutée de 50-60%, ce qui est contraire à tout ce qui a été présenté. C'est une gesticulation. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation qui atteste en fin du compte que le projet dérange. Alors justement, Riyad Mamri, ce projet dérange, on le comprend, enfin, on ne sait pas à quel point, mais est-ce qu'il est rationnel aujourd'hui, même pour certains économistes, de présenter les choses ainsi et de dire que Garage-Bilet est l'une des gisements, ou l'un des gisements les plus gros, les plus faramineux de la planète, et que l'Algérie aurait tort de l'exploiter? C'est un non-sens économique. En matière d'économie, même si je ne suis pas spécialiste, je pense, je rejoins M. Kouabi, que le débat justement doit être entre économistes, parce que dernièrement on a vu, tout le monde s'est autoproclamé spécialiste, expert, et ça brouille le message. Parce que finalement, l'exploitation de Rajbilet est une réalisation majeure. Il faut le souligner, c'est un méga projet. Et le fait de réaliser justement
une voie ferrée en 24 mois sur 950 km, c'est pas évident. D'autant plus que la réalisation de ce chemin de fer a pu être concrétisée grâce à des entreprises algériennes en partenariat avec les Chinois. Et là, il faut rendre hommage à ces gens-là. Moi, j'étais présent lors du déchargement du premier convoi de minerais de fer. Ce qu'il faut relever, c'est cette fierté qu'on pouvait lire sur le visage des cheminots. C'est des gens qui ont travaillé très dur. Et dans des conditions extrêmes. Tout à fait, dans des conditions extrêmes. Et là, lorsqu'on voit des gens sur certaines plateformes en train de parler de tout et de rien, on se dit finalement, vaut mieux ne pas en tenir compte. Parce que le plus important, c'est que le minerai de fer est arrivé à Bettaïwa, dans le complexe qui est énorme de Tosiali. Il y a eu la déclaration du vice-président de Tosiali, qui a d'ailleurs salué la volonté de l'État algérien et sa capacité justement à réaliser une telle infrastructure en un délai très court. Maintenant, au-delà du minerai de fer, au-delà de tout ce qui est en relation avec bénéfices purement économique. Le chemin de fer, c'est un moyen de désenclaver. Oui. Il faut penser aux gens qui se trouvent à Tindouf, qui vont avoir la possibilité de remonter jusqu'à Béchar, être connectés au réseau national. Et là, on peut dire que finalement, le chemin de fer, le rail qui va de Tindouf jusqu'à Oran, a cette dimension économique, sociale, stratégique, même sécuritaire. C'est extrêmement important. C'est une réalisation qu'il va falloir accompagner justement à travers une réflexion par rapport à la gestion de l'espace. Industriel, vous voulez dire Non, plutôt à l'aménagement du territoire. Oui. Ça, c'est important. Je pense que ça va être un nouveau chantier pour les responsables. Et donc, ça pourrait résulter vers quoi? Ça pourrait aller vers quoi? Ça pourrait amener à une nouvelle répartition de la population. Donc de nouvelles villes, création de nouvelles villes, de nouveaux espaces urbains. C'est une veine qui va irriguer pratiquement toute la région du sud-sud-ouest. Et c'est une région qui a beaucoup de richesses, beaucoup de potentialités. Oui. Ça va permettre aux gens d'aller, d'investir. Et là, ça ouvre la voie, moi je l'espère, à beaucoup d'opportunités en matière économique. Alors, on va tout de même continuer à débunker ce qu'on voit un petit peu sur les réseaux sociaux, parce que c'est par le nombre de ces vidéos que finalement, comme vous le disiez, le message devient brouillé. Hein. On arrive et on dit d'ailleurs, l'idée n'est pas de convaincre, mais de planter justement le doute et le soupçon. Alors, toujours sur ces fake news, la mine de Garage Billet va consommer jusqu'à entre 15 et 20% du gaz algérien. C'est fou, encore une fois, c'est fou. Samy tout à l'heure parlait de cette station de production d'énergie renouvelable de 205 MW qui couvrira tous les besoins de Garage Billet et avec un excédent beaucoup plus important, sachant je crois, de 25%. Tout à fait. Donc, ce qui permettra de couvrir les besoins directs de l'extraction, mais aussi de la transformation. Donc, l'objectif et la cohérence en matière de conception du projet attestent de la vision. C'est un projet qui a été conçu dans le cadre d'un projet intégré et où l'Algérie pense déjà à cette empreinte carbone qui lui permettra à la fois d'assurer un avantage comparatif à son produit brut, mais aussi à son produit transformé. Ouais. Le produit fini sera mieux vendu si c'est un produit intégré. Les délais s'approchent, c'est 2027 où le monde, l'Europe principalement, imposera des taxes sur les produits miniers ou autres qui sont produits à base d'énergie fossile. Et là, on est dans l'anticipation. J'ai la bonne nouvelle, j'étais tout à l'heure avec le directeur général des industries renouvelables au sein de Sonelgaz. Le démarrage de la station, de la ferme solaire est prévu pour le mois de juin 2026. Donc, ceci nous met dans les conditions de timing
et de programmation articulée. Donc il y a une synergie dans ce projet qui se met en place. Tout à fait. Sachant qu'au jour d'aujourd'hui, l'électricité produite à base d'énergie fossile est à 150 MW et couvre largement les besoins de la localité. Donc pourquoi avoir investi les 205 avec des projets d'extension? Parce que l'objectif, je viens d'écouter avec attention ce qui a été présenté, c'est le caractère structurant et intégré et social de aussi. l'effort. Tout à fait. La région a des capacités minières dans le domaine du cuivre, donc qui sont programmées à être exploitées très prochainement. La région dispose d'atouts dans le domaine de l'agriculture. Et ce que produit actuellement Adrar en tomates industrielles est là pour attester de tout le potentiel. Notre stratégie de développement est basée par ce qu'on appelle des secteurs prioritaires. Et parmi les secteurs prioritaires, on a l'industrie sidérurgique et métallurgique, la mécanique, l'agriculture et l'agroalimentaire. Et tous ces secteurs vont être irrigués par le chemin de fer déjà. Et l'élément qui a déclenché le processus, c'est justement c'est Garage Biled. C'est Garage Biled. Transformer nos richesses souterraines en capital est l'équation principale qui motive les pouvoirs publics. Maintenant, j'aimerais juste clarifier une chose, parce que dans cette surenchère par rapport au coût du projet, on a présenté le coût du transport et l'adduction en eau potable comme des éléments faisant partie du coût du projet, ce qui est totalement faux. Donc, l'eau ne servira pas uniquement pour Garage Biled, elle servira pour irriguer tous les périmètres destinés à l'agriculture. Elle servira à alimenter les populations qu'on est censé ramener dans cette région du pays en eau potable. Et la voie ferrée permettra de transporter les personnes, les marchandises, le minerai. Donc, tout à fait. Et quand on voit les 10 grands pays au monde en matière de développement, c'est tous des pays qui ont investi sur les infrastructures, principalement le train. Donc, le train, c'est la vie. Ça, c'est le débat quand il est basé sur des éléments probants et des critères. On ne va rien inventer, c'est des critères d'évaluation qui existent partout dans le monde. Alors, il y a le monde de la surenchère utilise d'autres critères. Oui, justement, mais ce monde de la surenchère, aujourd'hui, il est extrêmement présent, et voilà, notamment dans l'espace numérique, il faut absolument répondre. Expliquer, être dans la pédagogie. Être dans la pédagogie, expliquer, effectivement. Alors, il y a cette attaque précise sur le minerai algérien, sur le fer de Garage Biled, qui serait de très mauvaise qualité, et comme je le disais tout à l'heure, qu'aucun procédé technologique n'a encore été créé pour le déphosphoriser, en tout cas suffisamment pour le rendre concurrentiel sur les marchés internationaux. Que des mensonges. La déphosphorisation, pardon. Et ça fait des décennies que ce procédé est utilisé en Europe. Il y a d'autres procédés beaucoup plus avancés, comme la séparation magnétique, l'utilisation du gaz naturel. Et tout cela sont des techniques supplémentaires pour finalement s'attaquer au phosphore. Mais ce que ces mauvaises langues, encore une fois, ne disent pas, c'est que le fer algérien et la mine de Garage Biled est particulièrement richement concentrée en fer. Les taux, on parle de plus de 60%, et ce qui est une valeur ajoutée que ces mêmes comment dirais-je, que ces voix pseudo-experts, ces pseudo-experts ne citent pas évidemment. Autre point, je me suis permis d'aller voir un peu les réseaux sociaux, et apparemment c'est également des gens qui sont passionnés par l'environnement, et ils ont mis en évidence le fait que ça pourrait porter atteinte à... Non, mais plus que ça pourrait, ça allait être un désastre pour naturel, pour l'environnement. On oublie une chose, c'est qu'il y a des dispositifs extrêmement avancés de gestion environnementale, avec le recyclage des eaux industrielles et la gestion des déchets miniers.
Et ça, effectivement, ils ne l'ont pas dit. La question de l'emploi, elle est extrêmement importante parce que le triptyque finalement de ce méga projet, c'est la valorisation de nos ressources, la consolidation de notre transition énergétique et l'ancrage territorial. Et quand on parle d'ancrage territorial, le projet de Rajbilet permettra la création de 5 000 emplois directs et jusqu'à 25 000, entre 20 et 25 000 emplois indirects. Et d'ailleurs, la Sonarem a même lancé un appel pour le recrutement en 2026 et en 2027 de 1000 ingénieurs. Donc on voit bien comment cette hyperstructure va considérablement développer cette région du pays et va s'inscrire avec d'autres projets structurants tels que la mine de zinc de Oued Mizor, le phosphate de Bled El Hadba, avec la construction aussi de cette ligne ferroviaire de 480 km qui va relier donc Bled El Hadba à Naba en passant par les villes de Tbessa et Sogara également. Et tous ces acquis ferroviaires vont doubler d'ici 2030 le réseau national ferroviaire et qui passera normalement selon plusieurs experts de 4600 km actuellement à 8000 km en 2030. Rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Vous voulez ajouter une dernière chose ? Le point qui me revient rapidement à l'esprit, c'est que M. Kaoubi avait parlé d'un projet qui avoisinera les 1 milliard, avec toutes ses retombées. Par contre, puisqu'il faut appeler un chat, encore une fois, ces attaques proviennent généralement de ce voisin de l'Ouest qui a investi la même somme pour organiser la pire canne de l'histoire. Donc on voit bien qu'en termes de retombées, ils n'ont pas beaucoup de leçons à donner en l'occurrence. Oui. Est-ce que ce projet, selon vous, peut gêner d'autres acteurs dans le domaine minier ? Moi, je voudrais, avant de répondre à la question, je voudrais revenir à un truc assez simple par rapport aux gens, justement, qui remettent en cause l'opportunité de cet investissement. En ce qui concerne Rajbilat, là on est sur un terrain où les gens vous disent voilà, la déphosphorisation pose problème. Tout simplement, j'ai discuté avec des cadres de Toussiani qui sont c'est des sidérurgistes qui sont spécialistes. Et là, ils vous disent, écoutez, si on va investir, parce que finalement, il y a 4 unités tout au long du chemin de fer, une unité à Rajbilat de pré-traitement, une autre à Béchar, une autre, je pense, à Michelia, et la 4e au niveau de Betewa. Alors, ils vous disent, si nous, grands groupes internationaux, multinationaux, c'est les Chinois, vont faire des milliers de kilomètres avec des équipes managériales, vont venir investir des milliards, vous croyez qu'ils vont jeter leur argent par les fenêtres? Exactement. Non, mais c'est un truc, c'est un raisonnement qui est sain, finalement. Oui, mais alors, ces campagnes agressives, ça gêne. Bon, oui, on pense évidemment à notre voisin de l'Ouest, comme dit Samy, mais pas que. Il y a peut-être d'autres acteurs dans ce secteur minier que ça peut déranger. Je pose la question. Tout à l'heure, on a cité la déclaration de la directrice générale du FMI. Il y a un aspect assez important. Oui. Le fait d'encourager tout ce qui est industrie, M. Kaoui, le fait de lancer de grands projets structurants, ça permet justement de se libérer de ce qui est hydrocarbures, qui écrase tout, finalement. C'est d'essayer d'avoir des ouvertures, de développer, de transformer l'économie. Parce que finalement la voie ferrée Rajbilat-Oran va transformer l'économie. Elle va permettre non seulement la création d'emplois, mais des ouvertures vers d'autres industries, métallurgiques, automobiles. Ça va ouvrir des perspectives énormes. Et là, effectivement, je vous rejoins, Samia, ça dérange. Il y a une vraie dernière question. Qui risqueraient de perdre des parts de marché, sachant que l'Algérie aujourd'hui est le 2e producteur d'acier en Afrique après l'Égypte. Donc l'ambition, qu'est-ce qu'il en sera quand on va doubler nos capacités? Donc on sera de loin le 1er producteur. Et puis l'Algérie est le 9e producteur dans le bassin méditerranéen, sachant que nos amis français sont dans la 2e position, les Italiens, et tout ce monde aura un concurrent de taille qui sera l'Algérie et qui dispose de vrais avantages compétitifs, la disponibilité du gaz, le coût du gaz et la possibilité de
d'articuler tout cela dans une industrie mécanique, En 1 minute. probablement avec des partenaires Justement, c'est l'objet de ma question. Je ne voulais pas qu'on asiatiques, termine ce sans qui en parler. viendra Monsieur remettre un Kaoubi, petit peu en cause les dernière stratégies à fake court et à news. moyen Monsieur terme. Kaoubi, dernière fake news, enfin, vous nous direz, c'est que les investisseurs étrangers ne viendront pas parce que c'est un investissement trop lourd. Pas du tout. Ils sont là. Donc, Ils sont déjà là. C'est au présent qu'on doit conjuguer les choses, ce n'est pas dans le futur. Et puis, on verra. On verra parce que l'Algérie est en train de transformer ses avantages comparatifs en avantages compétitifs. Quand on parle d'amélioration du climat des affaires, c'est justement sécuriser les approvisionnements, les permaniser et les permettre à des coûts compétitifs. C'est ça qui va attirer les investisseurs dans le domaine de la sidérurgie. Les Qataris sont là, les Turcs sont là, et les Chinois sont là. Trois nations sont intéressées. Pourraient être intéressées. Donc 3 nations qui sont des nations importantes dans le marché de l'acier. Ça sera de même avec d'autres segments d'activité, le rail, la mécanique, l'agriculture aussi, qui pourront donner toute la dimension à un pôle important, à mon sens, qui sera le pôle industriel Tindouf Béchar. Merci beaucoup, Monsieur Mahfoud Kaoubi. Merci à Sami Kaidi. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous, Riyad Mamri Abdelkrim, journaliste à Ifriqiya FM. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit très prochainement. Excellente suite des programmes. Au revoir.